Bonjour à toutes et tous, je suis Eva Ronica, journaliste aux Échos. Nous sommes à Global Industrie et nous allons échanger sur Première Usine, comment l'industrie française accélère le passage du labo au terrain. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant parce qu'il regroupe de très nombreux enjeux. Je voudrais avant tout commencer par un chiffre et je le trouve vraiment pertinent. Il y a 245 inaugurations de sites industriels en 2025, mais alors ce chiffre, il n'est pas intéressant si on ne le met pas en face du chiffre de sites industriels qui ont fermé en 2025 et c'est 244. Donc c'est un bilan qui est très légèrement positif. On peut même dire qu'on est presque plutôt à l'équilibre. Et si on creuse un petit peu, on observe que les ouvertures de ces sites industriels proviennent essentiellement des ETI, des PME et des startups. Exactement, c'est 80% des ouvertures des sites qui sont liées à ces entreprises. Et c'est un chiffre qui a doublé depuis 2022. Alors, ça veut dire quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les entrepreneurs ont une dynamique assez forte de réindustrialisation en France. Et c'est tous ces enjeux dont on va discuter aujourd'hui. Alors, je suis entourée de Jérémy Gognard. Vous êtes CEO et cofondateur d'AgriLoops. Bonjour. Bonjour. Grégoire Duclou, vous êtes chargé d'affaires développement économique pour l'Ain, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est la première région industrielle en France. Bonjour. Et Éric Petit, vous êtes CEO et cofondateur de MagResources, donc c'est une entreprise qui fait du recyclage d'aimants. Et les aimants, il y en a un petit peu partout, donc il y a un grand enjeu de souveraineté notamment, on en parlera. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on commence par un tour de table assez rapide pour que chacun, vous puissiez vous présenter un petit peu plus et présenter votre activité. Jérémy, est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment est né AgriLoops et pourquoi une ferme en aquaponie, c'est nouveau, original et pourquoi vous êtes lancé dans ce projet? Alors donc, comme tu le disais, donc moi c'est Jérémy, je suis directeur général et cofondateur d'AgriLoops. C'est une entreprise que j'ai cofondée en 2016 avec Romain. En sortant de l'école, on est tous les deux ingénieurs agronomes et on avait envie de lancer notre nouveau modèle de ferme. Et il se trouve que Romain, lui, est spécialisé dans l'aquaculture. Moi, je suis spécialisé dans la production végétale. Et on a choisi d'aller vers une technique de production qui s'appelle l'aquaponie, où aquaculture et maraîchage travaillent main dans la main. Et donc, du coup, d'un côté, on a un bassin aquacole. On va élever des espaces aquacoles. Et en l'occurrence, nous, on a choisi d'élever des gambas. On les nourrit, elles grandissent et elles vont rejeter des effluents. Et on a donc une eau riche en effluents. Et ce qu'on fait avec l'aquaponie, c'est qu'on recycle cette eau riche en effluents en une eau riche en engrais naturels. Et comme ça, on peut prendre une partie de notre eau et l'amener juste à côté dans une serre pour coproduire des fruits et légumes. On est les premiers à avoir développé cette technologie en milieu salé. C'est ce qui nous permet d'élever des gambas. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir une agriculture locale, durable et plus économe en ressources et de répondre à des gros enjeux qu'on avait identifiés sur certains marchés, notamment le marché de la gambasse, parce qu'aujourd'hui, on consomme énormément de crevettes en France. C'est à peu près 100 000, 120 000 tonnes qui sont consommées chaque année, mais la quasi-totalité proviennent de très loin, Asie du Sud-Est, Amérique centrale, Madagascar. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir proposer une alternative locale, sans antibiotiques, et avec à la fois de la durabilité, mais surtout garder aussi du goût. On est d'accord que vous n'avez pas besoin d'être vers la mer ou vers l'océan, c'est en circuit fermé. Exactement, on est dans un circuit fermé qui nous permet de nous implanter partout. On recrée un environnement où il y a une certaine salinité pour nos gambas. Et on a réussi à éliminer tous les inconvénients de la salinité pour les fruits et légumes. Et on a du coup des fruits et légumes qui ont des meilleures qualités gustatives et des meilleures qualités nutritionnelles grâce à l'eau de nos gambas. Par exemple, on va bientôt faire de la tomate cerise. Et ben notre tomate cerise, elle a plus de sucre, plus de vitamine C et plus de goût. Donc on peut faire des bons produits et s'implanter partout. Éric, vous, votre projet, il est sorti d'un laboratoire du CNRS parce que vous êtes associé avec une chercheuse. Comment de cette rencontre est née l'entreprise? Est-ce que pareil, on peut revenir un petit peu aux origines du projet? Les origines du projet, donc c'était en 2020 que l'entreprise a été créée, mais le projet en tant que tel est démarré un petit peu plus tôt, quelques années plus tôt, pendant la première crise Chine-Japon. Donc la problématique des aimants, c'est de la métallurgie, on parle de métallurgie des terres rares, que la Chine monopolise 95% de la production dans le monde, ce qui est juste naturellement énorme, et s'en servent aussi comme une arme géopolitique. En 2011-2012, première crise avec le Japon, la Chine décide d'arrêter de livrer des aimants au Japon, et donc forcément ça c'est une première catastrophe entre guillemets pour l'industrie japonaise. Le CNRS décide de relancer des travaux de recherche, notamment sur le recyclage. C'est-à-dire que quand on n'a pas de mine, qu'est-ce qu'on fait pour trouver de la matière? C'est le recyclage. Et puis on s'est rencontrés donc en 2018-2019 avec Sophie Révoire, qui était la responsable du département au CNRS.
Et je lui dis, mais recycler pour recycler, c'est bien beau, mais 95% des clients sont toujours en Chine. Donc au final, comment on fait pour trouver des clients? Et le positionnement de MagResource a été de se dire, il faut aujourd'hui le marché a besoin d'aimants, donc on va être producteur d'aimants. Et pour produire ces aimants, on va utiliser notre propre matière recyclée. Donc on est dans une boucle aussi, mais dans une boucle pour le coup interne. On est verticalement intégré du début jusqu'à la fin, du métal jusqu'au produit fini. Et aujourd'hui, on devient une alternative aux Chinois qui commence à être viable. Merci beaucoup. Et alors, Grégoire, quand vous avez des entrepreneurs comme Eric ou comme Jérémy qui font appel à vous, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Sur quel point vous pouvez les aider? Quel est votre rôle? Alors nous, notre rôle chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc comme notre nom l'indique, nous sommes l'outil opérationnel et la structure affiliée au conseil régional. Et donc nous, notre mission principale, qui dépend de la volonté des élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, consiste à soutenir et accompagner toutes les entreprises industrielles de notre territoire. Donc sur tous les aspects et toutes les problématiques que peut rencontrer le chef d'entreprise pour pouvoir l'aider à accélérer son projet, essayer de résoudre un certain nombre de contraintes ou d'obstacles qui s'opposent à lui dans la réalisation de son projet en vue de créer de l'emploi et donc de réindustrialiser la région. Ça se porte globalement sur 5 grands aspects. Un premier que nous, on appelle développement économique, donc qui va vraiment être le cœur de la machine sur tout l'aspect lié à la production et au développement du marché des entreprises. Donc on va les aider à essayer de trouver des financements pour les investissements machines, on va les aider à se mettre en lien avec d'autres industriels de la région pour développer du business en local au maximum, les aider dans leur transition numérique, environnementale pour gagner en compétitivité. On intervient aussi sur le parti formation et recrutement pour donner des clés d'outils aux entreprises pour justement accroître et maintenir les savoir-faire et les compétences. On va les aider aussi sur la caractérisation des projets de premiers besoins d'innovation quand des entreprises en ont. On va les aider aussi à partir à l'export pour essayer de développer de nouveaux marchés au-delà du marché local. Et dernièrement, on va aussi les aider sur tous les sujets d'implantation. Donc là, sur 2 aspects, aider les entreprises locales à trouver des terrains ou des bâtiments quand elles ont besoin de s'agrandir et de trouver une nouvelle usine. Et également de valoriser la région et de faire venir d'autres entreprises industrielles pour renforcer notre tissu industriel régional. Très clair, merci beaucoup. Et alors moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est le moment où vous vous êtes dit, il me faut absolument une usine pour mon activité, malgré toutes les contraintes et les difficultés que ça peut engendrer. Jérémy, à quel moment vous vous êtes dit, il faut qu'on ait notre propre site industriel? Alors nous, on a commencé à se dire vraiment qu'on allait bientôt avoir besoin de notre site à la suite de notre prototype. En gros, nous, on a développé un nouveau modèle de ferme, comme je le disais, donc c'est un process. Et pour pouvoir avoir le plus d'impact possible, d'impact positif possible, faut qu'on puisse produire à grande échelle, qu'on ait une vraie production qui se parle en dizaines, voire centaines de tonnes. Au début, on a fait notre preuve de concept à petite échelle en laboratoire. On a démontré que l'aquaponie, ça pouvait fonctionner. Ensuite, on a fait un prototype à la suite d'une première levée de fonds. Là, c'était 100 mètres carrés sur la partie production végétale, 100 mètres carrés sur la partie production aquacole. L'objectif, à ce moment-là, c'est de développer vraiment avec un prototype qu'on pourrait appeler un peu un prototype industriel, la technologie, elle fonctionne. On a breveté notre technologie, on commence à avoir des clients. Et là, pour répondre à la demande des clients, on va avoir besoin de plus d'espace, de produire plus. Et donc, nous, on n'a pas le choix, on ne peut pas sous-traiter, il faut vraiment qu'on fasse tout nous-mêmes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on a vu que notre technologie, elle fonctionnait et qu'on avait vraiment une opportunité de répondre à une demande, où on s'est dit, il va falloir qu'on ait notre première ferme à grande échelle, notre première usine en quelque sorte. Et donc, du coup, c'était à l'horizon, je dirais, 2022-2023. Et là, on a pris notre bateau de pèlerin et on est allé voir... pas mal de monde. Nous, notre objectif, c'était de continuer à être en local, donc en Bretagne, je dirais, sur un territoire qu'on connaissait, où on avait développé notre technologie, on connaissait le tissu industriel, on connaissait les personnes qui pouvaient nous accompagner et nos clients. Et donc, on est allé voir assez largement où on pouvait s'implanter, avec pas mal de critères techniques en tête, des critères de recrutement. Voilà, il y a vraiment un cahier des charges très précis à mettre en place. Et à l'époque... peut-être qu'on y reviendra après, mais nous, ça a pris vraiment pas mal de temps. Moi, je sais que j'ai sélectionné, je dirais, au moins une vingtaine de terrains et que je suis allé voir une bonne partie de ces terrains-là. Et ensuite, on a fait une shortlist. Et après, on est passé sur toutes les étapes d'industrialisation, plan directeur industriel, etc. pour aller choisir le bon terrain. Effectivement, oui, on y reviendra. Et vous, Eric, comment est-ce à quel moment vous vous êtes dit, il nous faut absolument une usine et une usine à grande échelle? Alors,
Une usine à petite échelle déjà. Première chose, c'était qu'effectivement, quand on fait de la métallurgie, ça prend de la place. Donc en fait, nous, le vrai problème, c'était que impossible à montrer le produit final, donc entre guillemets, de montrer le process de bout en bout en restant dans un laboratoire. Voilà, le CNRS reste quelque chose de très bien pour tout ce qui était innovation, etc. Quand on a besoin de montrer, fallait être capable d'avoir des machines pour pouvoir le faire, et donc tout de suite on était hors cadre. Donc en fait, un petit décalage par rapport à AgriLoops, qui était juste de dire, nous, il a fallu déjà qu'on investisse, il a fallu qu'on sorte tout de suite sur une usine à petite échelle. Aujourd'hui, on est sur un gros démonstrateur industriel, on est sur 2000 mètres carrés quand même, avec un peu plus de 50 personnes, mais ça reste très petit par rapport à ce qui se fait dans l'industrie, j'allais dire, normale des aimants. Donc ça va être la prochaine levée de fonds. Mais c'était juste le passage obligé entre le laboratoire où on ne pouvait rien faire parce qu'on avait beau avoir toutes les bonnes idées, mais on n'avait pas les machines et on n'avait pas les 2000 mètres carrés qui nous manquaient de toute manière. Donc le passage s'est fait assez vite. Sinon on était bloqué d'office. Et excusez-moi, mais c'est très important en fait de comprendre ça. On parle souvent d'industrie et on a tendance à dire que toutes les industries se ressemblent, et en fait, pas du tout. La problématique des mètres carrés, la problématique du capital investi, etc., peut être très très différent d'une industrie à une autre, et donc ça amène des décalages. Nous, 3 ans après, quasiment 4 ans après, on a encore des gens qui viennent nous voir en pensant qu'ils vont rentrer dans un laboratoire. Et on leur a dit, mais en fait, on produit. Vous savez qu'on produit déjà. Mais pour eux, c'est juste l'étape juste d'après. Et donc, ils pensent encore qu'on est encore à l'échelle limite prototype, etc. Alors qu'en fait, on est déjà avec des clients, on est déjà en train de produire, et que c'est déjà 2000 mètres carrés quand même. Et là, ensuite, la prochaine étape, c'est une usine encore bien plus grande pour 2028. Et là, vous prévoyez d'avoir combien de superficie ? Là, on recherche un terrain de 50 000 mètres carrés. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, la levée de fonds, c'est maintenant. Très bien, le message est clair. Grégoire, vous m'avez dit que c'était beaucoup plus facile de détruire une industrie que d'en construire une. Alors, je voudrais bien qu'on revienne sur ce point. Et puis ensuite, que vous nous fassiez un petit tour d'horizon des secteurs. Qu'est-ce qui fonctionne très bien en ce moment ? Qu'est-ce qui peine un peu plus ? Alors, on peut prendre le sujet sur 2 aspects. On peut prendre le sujet d'un aspect macro, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la part de l'industrie dans le PIB national a quand même fortement décru. Donc là, dans des décennies, donc même si ça s'est pas fait en une année, mais finalement une échelle de temps qui est assez courte. Donc, ce qui fait qu'on a surtout une destruction d'un certain nombre d'emplois, de perte de compétences, et aussi d'une perte de culture industrielle, qui fait que pour rebâtir tout ce travail, remettre dans la tête des gens l'idée que l'industrie, c'est utile, ça peut avoir aussi un impact vraiment positif sur les sujets climatiques, parce que certes, on voit plus la pollution immédiate potentielle d'une usine, mais le produit est fait ailleurs quand même. Donc quand on continue à l'acheter, la pollution, elle est quand même faite ailleurs. Donc on a tout ce travail, toute cette perte de culture industrielle qu'on a eue, qu'il faut rebâtir. Et forcément, comme on joue sur les effets psychologiques collectifs, ça prend du temps à rebâtir. Et à l'échelle macro, évidemment, détruire une usine, entre guillemets, c'est rapide, parce que si vous avez plus de commandes, si vous ne pouvez plus payer, en gros, ça va s'enchaîner très très vite. Alors que quand vous avez un projet, notamment d'une jeune start-up industrielle, qui demande beaucoup de capital, qui demande de trouver les compétences adéquates, de trouver les partenaires adéquats, construire et faire toute cette ingénierie financière, évidemment, ça demande beaucoup plus d'énergie que malheureusement de ne pas avoir un client qui vous paye à temps et qui vous permette de rentrer dans vos frais et de pas tomber et déposer le bilan. Après, sur les sujets, sur les secteurs qui vont bien, ceux qui vont moins bien, pour faire très très large, on voit qu'on a un mouvement d'évolution de nos industries, avec les industries traditionnelles qui peuvent plafonner un petit peu, métallurgie, plasturgie, mais avec un développement en parallèle de nouvelles industries, pour le coup sur les questions du recyclage, l'économie circulaire, l'automobile qui va pas très bien non plus, mais l'aéro qui va bien d'un autre côté, la chimie qui allait bien jusqu'à récemment, mais qui est en train de vivre un retournement. Donc on a vraiment des situations complexes, soit en fonction de secteurs qui vont être structurellement soit en croissance, soit en décroissance,
ou des secteurs, par exemple, comme l'hydrogène, qui sont des marchés en émergence, mais qui connaissent des hauts et des bas parce qu'on est sur voilà, des marchés qui essayent de se trouver. Et forcément, vous avez des hauts et des bas. Et en ce moment, en tout cas, sur l'Europe occidentale, au niveau de l'hydrogène, par exemple, on est plutôt sur une phase. Très bien, merci beaucoup. Et alors, juste avant, on parlait de levée de fonds. Et évidemment, quand il y a un projet industriel qui est amené à voir le jour, il y a une question de financement. Donc, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce point. Eric, alors vous, le budget, ce que vous aviez en tête en termes de prix, c'est 250 millions pour l'usine en 2028 pour Mac Factory. Donc, vous m'avez dit que l'État sécurisait 30% déjà de ce budget. Le reste, où est-ce que vous êtes allé le chercher? Où est-ce que vous allez le chercher? On va le chercher, effectivement. Donc, première chose à noter, c'est un gros support de l'État qui, à travers différents programmes, France 2030, etc., permet quand même de sécuriser un premier paquet. Malgré tout, c'est jamais assez. Alors, on est très content quand on se regarde et qu'on se dit, on a déjà tout ça. 30%, c'est quand même énorme. Et puis, à l'inverse, on se rend bien compte que dans notre milieu, les États-Unis sont un petit peu en ce moment le lièvre et avec beaucoup d'argent sur place, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent est important, mais pour que l'argent arrive, il y a des conditions qui doivent être réunies. Et là, pour le coup, on est dans la politique. Moi, j'ai fait de l'industrie toute ma vie. J'ai commencé dans l'acier avec un certain nombre de pertes d'usines et d'emplois qui vont avec depuis une vingtaine d'années maintenant. Je parle de ça parce que pour moi, c'était lié à la réglementation et je parlais du pouvoir politique qui était de se dire pour attirer de l'argent, il faut que les conditions de marché soient réunies. Pour que les conditions de marché soient réunies, le politique doit jouer. Et une fois qu'on a tout ça, ça va beaucoup mieux. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a un gros support de l'État sur la partie financement. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec l'État et en France, au niveau de Bruxelles également, sur la partie réglementaire pour modifier ces conditions de marché et faire que quelque part, on devienne une entreprise, une industrie de plus en plus protégée. Et en fait, les financiers privés attendent ça. Donc quelque part, aujourd'hui, on sait qu'on va avoir des levées de fonds. C'est quand même relativement important en termes de montant, où va y avoir de la dette, va y avoir des fonds propres, des financiers qui peuvent être des financiers stratégiques dans le milieu des aimants. On sait aujourd'hui que avec les crises et encore une fois la mainmise chinoise sur les aimants permanents, il y a des risques. Donc on a quelques gros marchés hyper stratégiques. On fait du dual également, donc on parle également de la défense. Donc on a des gros marchés hyper stratégiques sur lesquels on commence maintenant à comprendre qu'il faut investir dans des gens comme nous pour pouvoir s'assurer le futur. Donc ça, c'est un premier sujet. On a aussi beaucoup de ce que j'appelle les investisseurs technologiques qui cherchent justement à développer de l'industrie sur la partie énergétique, sur la partie, j'allais dire purement foncier, bâtiment, construction, etc., qui sont prêts aussi à nous aider. Et puis derrière, il y a les fonds, donc les vrais fonds privés. Et ces fonds privés-là mettront pas au pot si les conditions sont pas réunies. Donc là, on boucle la boucle, qui est de se dire que on travaille pas simplement sur l'argent, on travaille sur la réglementation, on travaille sur les conditions de marché et sur le fait de se dire qu'il faut que l'État aide à tous les niveaux. Que les stratégiques viennent et puis que derrière on ait les financiers qui soient convaincus. Et idéalement, cette levée de fonds, vous la bouclez quand? D'ici quelques mois. Donc l'idée c'est deuxième semestre 2026. Donc on est déjà en plein dedans. D'accord, très bien, merci beaucoup. Jérémy, vous en 2024, vous aviez levé 13 millions, c'est ça, pour ouvrir votre usine qui a ouvert il y a un peu moins d'un an, en 2025. Ouais. Qui est-ce que vous aviez convaincu à l'époque? Alors nous, on est allé chercher différents types d'investisseurs. Premièrement, les investisseurs qui nous avaient déjà accompagnés lors de notre première levée de fonds, celle qui nous avait permis de construire notre prototype. Et donc c'est à la fois des business angels et du financement participatif. Donc, on a du coup fait une première campagne sur SoWeFund à l'époque en 2019 et une deuxième en 2023 et qui s'est finalisée en 2024 pour aller financer une partie de notre première usine. Parce que du coup, nous, on en est plutôt à l'étape que tu parlais juste avant. Nous, c'est notre première usine et
L'ordre d'idée en termes de mètres carrés, c'est 2000 mètres carrés de bâtiments aquacoles et 5000 mètres carrés de serre. Donc ça, c'est les premiers acteurs qu'on est allé voir. Et la suite, c'est des acteurs un peu plus institutionnels, des fonds d'investissement comme BNP Paribas Développement, des family office qui nous ont accompagnés, qui font un petit peu partie du secteur. Et voilà, dans les grandes lignes. On a aussi un fonds d'investissement régional, Braze Up, qui du coup investit dans plein de startups locales en Bretagne, nous a accompagnés sur cette seconde levée de fonds. Donc c'est grâce à eux qu'on est allé chercher la partie equity. Mais dans les 15 millions d'euros, on est aussi allé chercher le soutien à la fois de la dette. Donc on est allé voir un pool bancaire pour aller financer sur du long terme cette première usine-là. On a eu la chance de réussir à les convaincre à venir financer de la dette sur un outil comme le nôtre qui était assez innovant et avec pas de track record sur une partie significative du budget. Nous, aujourd'hui, en fait, tout le capex de notre première usine est financé hors equity. Donc une partie et une grosse partie, c'est les banques. Et l'autre, ensuite, c'est les investisseurs publics dont on parlait. Et donc là, on est allé voir différentes poches et différents acteurs pour nous accompagner là-dessus. On a été accompagné par Première Usine via la BPI. On a aussi bénéficié du plan de relance. Il y a l'ADEME qui nous a accompagnés sur des sujets spécifiques liés à notre chaudière biomasse, parce qu'il faut qu'on chauffe et on voulait chauffer de manière intelligente. Et donc, du coup, on a installé 2 chaudières biomasse et on récupère de la biomasse à 50 km à la ronde en valorisant le bocage breton. On a aussi sollicité les fonds européens avec le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, qui sont donc des dispositifs spécifiques liés à notre secteur. Donc c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut aller chercher dans toutes les poches différentes qui sont pertinentes pour nous pour à la fin réussir à construire cette première usine-là. Mais il y a beaucoup de dispositifs qui existent et donc du coup il faut prendre le temps d'aller les chercher et d'expliquer pourquoi c'est pertinent de venir financer notre projet. Ça fait énormément d'acteurs différents. Comment est-ce que vous les... Enfin, c'est vous qui êtes allé directement vous-même les voir, ou est-ce qu'il y avait, comme Grégoire, des gens dans votre région qui vous ont aidé, accompagné pour le faire? Alors, je dirais que c'est un mix. Donc déjà, dans un premier temps, on a été très bien formés au début d'AgriLoops sur comment aller chercher des financements publics en passant par des incubateurs, des accélérateurs. Ça nous a permis de bien comprendre les rouages, les acteurs à solliciter et comment bien faire des dossiers. Et après, on est suivi par exemple par le pool, donc la French Tech locale à Rennes, qui nous permet de flécher un petit peu les dispositifs, etc. Mais après, sinon on fait tout par nous-mêmes. On n'est pas accompagné par un cabinet. On a choisi de ne pas le faire pour tous ces dispositifs-là parce que on considère nous que c'est nous qui expliquons le mieux notre projet, ses spécificités et pourquoi il doit être financé. Et pour des projets, on va dire comme ceux-là, pour le moment, on garde ça en interne. Demain, si on allait sur des choses un petit peu plus complexes comme les EIC européens ou ce genre de choses-là, là, c'est un petit peu plus compliqué, on se fera accompagner. Très bien, merci beaucoup. Grégoire, sur le contexte, après le Covid, il y a eu une période un peu où il y avait beaucoup de financement et je dirais que depuis 2023, ça s'est un peu resserré. Et où est-ce qu'on en est là exactement en 2026 ? Oui, pour le coup, c'est un mystère pour personne que les finances publiques sont pas forcément au beau fixe. Donc c'est vrai qu'on a eu toute la période de relance post-Covid qui a permis à un certain nombre d'entreprises de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs, notamment des dispositifs d'État, qui pour le coup maintenant sont un peu réduits. Pareil également au niveau régional. Donc c'est vrai que ça peut être des leviers qui seront peut-être moins présents que ce dont Jérémy peut-être a pu bénéficier quand lui il est tombé dans ce bon timing. Après, il ne faut pas forcément toujours réduire les aides publiques. Réduire les aides publiques à quelque chose. L'aide publique doit être vue comme un levier qui va essayer de débloquer des fonds privés. C'est souvent mauvais signe quand l'aide publique sert à boucler le business model. Donc, même s'il y en a moins, il y a toujours moyen d'en trouver. Et l'aide publique peut aussi être amenée, comme le disait Monsieur Petit, sur d'autres aspects, sur des sujets liés au travail sur la réglementation, sur des sujets immobiliers, sur des sujets fonciers, sur des sujets de recrutement. Donc l'aide publique prend plein de formes différentes et pas forcément le financement. Donc c'est vrai que ces temps-ci, ce sera peut-être renforcer cette prégnance du financement privé. Même s'il y a toujours des financements publics qui existent, mais pas forcément dans la même mesure que ce qu'il y a pu avoir en 2022-2023.
Et en termes de financement, quelle est la première étape pour un entrepreneur vers qui il doit se tourner en premier Ça dépend. Alors, comme disait aussi Monsieur Petit, finalement, on parle d'industrie, mais c'est des industries. Donc, en fait, vous allez avoir, ça va dépendre du type d'industrie ou d'activité dans laquelle vous êtes. Ça va dépendre aussi de là où vous êtes dans le développement de votre projet. Si vous êtes quelqu'un qui est en train de créer sa structure, ce ne sera pas la même étape que si vous êtes déjà une entreprise existante qui a besoin de créer une nouvelle activité, mais qui est déjà une PME installée, etc. Donc, ça va vraiment dépendre d'un type d'entreprise à l'autre. Pour parler beaucoup sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai que nous, on a cette chance d'avoir un exécutif régional qui a cette volonté d'accompagner les entreprises industrielles sur tout l'ensemble du territoire. Donc, pour le coup, ils ont créé notre agence comme cette première porte d'entrée pour pouvoir, justement, nous, avec toute la connaissance des réseaux et des acteurs qu'on a, l'idée, c'est pas d'être le seul acteur qui va aider l'entreprise, mais c'est grâce à tous les réseaux qu'on a à travers la région de pouvoir, nous, des gens qu'on connaît, pouvoir mobiliser et dire à l'entreprise, nous, on pourra peut-être t'aider sur ça, sur cette espèce qu'on a les compétences en interne, mais on va aller discuter avec la BPI locale ici, on va discuter avec la Comcom ici parce qu'ils vont avoir des terrains, on va discuter avec ça, et de faire ce lien de coordination parce que c'est vrai qu'en France, on a souvent un monde avec plein d'écosystèmes, plein d'acteurs qui peuvent être compliqués à comprendre, mais qui aussi est une force parce que vous avez plein d'acteurs qui vous entourent. Donc après, il faut, voilà, en parlant pour Auvergne-Rhône-Alpes, trouver un acteur qui va vous aider à déchiffrer, comprendre comment ça marche et après vous aider dans cette complexité à avancer. Ce que vous dites là en disant nous en Auvergne-Rhône-Alpes on a la volonté d'accompagner les projets industriels, c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser aussi au tout début, c'est où on s'implante et se renseigner peut-être sur ce que les différentes régions peuvent apporter et comment elles peuvent accompagner les différents projets. Il y a un autre point encore que je voulais voir, c'est celui de la réglementation. On ne peut pas parler d'industrie sans aborder ce sujet. Alors il y a la loi ZAN, entre autres, ça veut dire zéro artificialisation nette. Elle a beaucoup de conséquences. Grégoire, est-ce qu'on peut continuer avec vous sur ce sujet? Quelles sont les conséquences directes et concrètes d'une loi comme celle-ci? Les conséquences, c'est que, notamment sur le foncier économique et industriel, la loi ZAN à terme impose une zéro artificialisation nette, ce qui veut dire alors, pas zéro artificialisation tout court, zéro artificialisation nette, ce qui veut dire que dès que vous développez du foncier pour de l'artificialisation, donc habitat, etc., mais là on va parler d'industrie, il faut que vous ayez une compensation en face équivalente de désartificialisation. Ce qui veut dire que avant d'arriver à cette étape ultime, il y a tout un ensemble d'étapes qui fait que les territoires, les communautés de communes, etc., sont contraintes avec le temps d'ouvrir de moins en moins de surface disponible pour l'implantation industrielle. Et quand on a besoin de développer des industries un peu conséquentes, forcément, il faut un peu de place. Donc évidemment, on a le sujet des friches qui peut permettre de limiter cette nouvelle artificialisation des sols. Après, on va être limité aussi parce que toutes les friches n'ont pas vocation à... Même d'anciennes friches industrielles n'ont pas forcément toute vocation à devenir des friches industrielles à l'avenir, parce que on pense à des anciens sites industriels qui, aujourd'hui, du fait de l'étalement urbain, sont dans un milieu complètement urbanisé et ce qui était une entreprise à l'époque au milieu des champs ne l'est plus et elle ne peut plus accueillir d'activités industrielles comme elle a pu faire par le passé. Donc c'est vrai que cette loi oblige les territoires et les acteurs industriels à changer leurs habitudes, à essayer de penser leur outil de manière différente, en essayant d'optimiser au mieux les flux et la gestion et l'organisation de leur site, de rationaliser, parfois de mutualiser certains aspects. On voit certains territoires aussi de penser d'une autre manière aussi, et d'être moins dans une logique patrimoniale. Donc certes, je vois notamment nous dans notre région, surtout les territoires montagneux, qui de base ont moins de disponibilité foncière, passe de plus en plus à ce qu'on appelle le bail à construction, c'est-à-dire plus de vente de terrain, mais une location de terrain sur lesquels les entreprises vont construire un bâtiment pour pouvoir garder la maîtrise foncière à terme des bâtiments et pouvoir les réallouer et essayer d'avoir moins de pertes avec des propriétaires privés qui vont peut-être parfois garder des bâtiments sans les utiliser, mais qui pourraient avoir une utilisation pour un autre industriel. Donc c'est des choses qui sont balbutiantes et qui se confrontent à des habitudes, évidemment, à des logiques qui sont traditionnellement tout à fait logique, dans une logique patrimoniale, d'avoir leur bâtiment industriel, souvent dans les PME familiales, de le transmettre aux enfants, etc. Donc on est vraiment sur un chambardement et un bouleversement un petit peu de toutes ces méthodes pour essayer de trouver les meilleurs moyens, avec ces contraintes qu'impose la loi ZAN, de développer de l'industrie quand même en France.
Jérémy, est-ce que, alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez visité une vingtaine de sites. Qu'est-ce qui vous a amené à décider de vous implanter sur le site sur lequel vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des réglementations comme la Lausanne ou d'autres qui ont pu vous faire évincer des sites, par exemple? Alors, je pense pas que ce soit spécifiquement, par exemple, la Lausanne ou autre qui nous ont fait évincer des sites. De toute façon, nous, on a allé sélectionner des sites qui étaient déjà fléchés industriels et donc du coup, cette problématique liée à cette loi avait déjà été prise en compte. Après, nous, le sujet, ça a été vraiment de trouver le terrain qui fonctionnait le mieux pour, techniquement parlant déjà dans un premier temps et qui correspondait le mieux à notre cahier des charges, sachant qu'on avait un cahier des charges qui était pas si simple et que notre terrain rêvé, c'était à la fois un terrain sur lequel on pouvait d'un côté mettre une activité industrielle, de l'autre côté mettre une activité agricole qui était reliée au réseau, pas loin d'un... Et en centre-ville. Exactement, relié au centre-ville. Non, pas loin quand même d'une agglomération intéressante. Et au final, on a trouvé. Ça existe, mais par contre, ça demande de se retrousser les manches, comme je le disais, et d'aller chercher et d'aller regarder un petit peu dans toutes les communautés de communes et tous les acteurs qu'on peut avoir, quelles sont les caractéristiques, parfois de se rendre sur place et d'aller tout creuser. Donc ça prend du temps. Il faut le prendre en compte dans sa roadmap industrielle. Il faut pas le négliger. Mais au final, ça peut fonctionner, quoi. Et je pense que la loi dont on parlait juste avant, elle amène pas mal de contraintes. Elle amène aussi des nouvelles opportunités avec les friches qui sont maintenant obligées d'être regardées un petit peu plus précisément. On voit, nous, aux alentours de Rennes, il y a pas mal de zones qui ont été fléchées grâce à ça pour les nouvelles industries. La problématique qu'on a, c'est que aucune industrie se ressemble. Du coup, on flèche cette zone-là pour faire des nouvelles industries. Et par exemple, nous, ça nous est déjà arrivé d'aller voir certaines de ces zones-là et on nous disait, pour certains sujets, ah bah non, vous êtes trop agricole. Et pour d'autres sujets, bah non, vous êtes trop industriel. Alors que du coup, nous, on fait un nouveau modèle d'agriculture. Donc, c'est des choses qui sont en construction, qui petit à petit vont s'affiner pour simplifier tout ça. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, en tant qu'entrepreneurs, ça ne nous simplifie pas la vie, mais il faut le prendre en compte. Voilà. Et vous, Eric, vous en êtes où de votre terrain de 5 hectares dans le centre de Grenoble? Vous l'avez trouvé? Alors, pas tout à fait dans le centre de Grenoble, mais enfin bon, en tout cas, je suis bien d'accord, ça s'anticipe. Ça fait plus d'1 an, nous, qu'on y travaille, avec une équipe dédiée chez nous, plus tous les consultants, etc., par ailleurs. Donc oui, un gros travail. Il faut le prendre en compte. Ça s'anticipe. On est spécifique. Donc il y a personne d'autre que nous qui sauront exactement si le terrain convient ou pas. Très supporté, si je reviens un petit peu en arrière là, dans les questions, par l'ensemble de la région, de la métro, de l'ensemble des pouvoirs publics, je vais dire, dans notre approche, dans notre développement, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment super. Et puis après, il faut aussi se rendre compte. Enfin, nous, ce qu'on voit maintenant, on arrive en phase finale là, de sélection du foncier et en fait, on est aussi maintenant dans une période où les investisseurs avec qui on parle pour la levée de fonds d'après, pour la 3e levée de fonds, là, pour la construction de l'usine, ont des contraintes. Et donc nous disent, grosso modo, nous, on veut pas de ce genre de contractualisation avec un contractant général, etc., etc. On veut pas ce genre de promoteur, on veut ci, on veut ça. Enfin bon, grosso modo, il y a aussi... maintenant, il va falloir qu'on joue avec les contraintes des futurs actionnaires de l'entreprise qui vont nous dire, attention, il faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et donc, quelque part, ça joue sur la sélection du foncier aussi. Mais voilà, donc prendre son temps, je pense que c'est un point clé. Combien de temps il s'est écoulé entre le moment où vous avez commencé à chercher un lieu et le moment où vous avez trouvé vraiment le site? Alors nous, beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que... Moi, j'ai dit 1 an. Ah ouais, mais moi, nous, plus qu'1 an, clairement. En fait, déjà, à l'époque, notre cahier des charges a aussi pas mal évolué. C'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé à chercher notre terrain, je le disais tout à l'heure un petit peu en aparté, on utilise de la chaleur, nous.
et on voulait trouver une chaleur intelligente. Et donc, notre point de départ au début, c'était de se dire, on va aller chercher ce qu'on appelle de la chaleur fatale, s'implanter à côté d'un autre industriel qui produit de la chaleur pour valoriser cette chaleur-là. Et on avait mis ça très haut au début dans notre cahier des charges parce que c'était important pour nous d'avoir cette chaleur la plus intelligente possible. Donc ça nous a amené à présélectionner certains terrains et à perdre un petit peu de temps au final parce qu'on s'est rendu compte que pour une première unité, on avait des possibilités d'aller vers d'autres chaleurs intelligentes comme les chaudières biomasse qu'on a mis en place. Si on arrive à sourcer la chaleur proche de chez nous, c'est une énergie qui est 100% renouvelable et donc c'est aussi hyper intéressant. Et ça nous a ouvert d'autres terrains qu'on avait éliminés, mais qui étaient hyper intéressants parce que plus proche de Rennes, plus proche de bassins de recrutement, plus proche de la logistique pour nos clients. Enfin, plein de critères qui étaient hyper intéressants et sur lesquels on s'était mis un petit peu de frein. Et donc, c'est ça qui fait que ça a pris un petit peu plus de temps. Et si je peux juste... ce qui est important aussi, c'est que quand on est dans un phénomène de réindustrialisation en France, et on se rend compte qu'effectivement, on ne veut pas faire l'industrie pareil qu'avant. Encore une fois, moi, avec mon expérience, quand j'ai démarré du côté des hauts-fourneaux dans l'est de la France, c'était pas Zola, mais c'était quand même un peu sombre. Et dans l'idée de refaire une usine de métallurgie aujourd'hui il doit avoir une certaine taille et forcément qui aura des impacts. L'idée tout de suite, c'était de se dire qu'on voulait aussi le faire autrement. Donc c'est toujours un petit peu ça. Aujourd'hui, nous, on est une usine de métallurgie qui consomme pas d'eau, alors que normalement, c'est juste le truc pas possible, parce qu'on a réussi, on a investi spécifiquement pour être capable de travailler sur du recyclage en boucle fermée de notre eau de process, etc., etc. Enfin, on a toute une panoplie d'outils qu'on a mis en place. Voilà, et ça fait partie de ces nouvelles contraintes qu'on se donne, mais comme le fait de se dire qu'on voulait pas partir à 50 km de Grenoble non plus, parce qu'on avait des compétences qui étaient basées à un endroit et qu'on voulait pas non plus ou partir à Dunkerque, par exemple. Et donc, voilà, ça fait partie des contraintes qu'on se donne, mais qui font qu'un projet est attractif au final. Et bien là, vous me devancez parce que mon prochain point, Excusez-moi. c'était justement le recrutement, la formation et l'attractivité. Parce qu'alors, une fois qu'on a une usine, qu'on a trouvé des financements, que tout est prêt, il manque les gens. Et alors vous avez prévu de passer de 55 à 200 personnes. Comment est-ce que vous avez prévu d'attirer autant de monde ? On n'a pas prévu. Il va falloir se donner le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, déjà, quand on est passé du CNRS à la première usine, un des critères de la localisation, c'était est-ce qu'on est capable d'emmener les gens. Voilà. À Grenoble, on aime bien le vélo, donc à plus de 20 minutes pour un sportif de vélo entre le CNRS et l'usine, c'était pas possible. On est à 15 minutes, donc ça va. Et aujourd'hui, ça fait toujours partie des critères qui est de se dire, on a mis 3 ans à monter en volume avec un peu plus de 50 personnes maintenant. Si jamais on en perd les 3/4, on n'a rien compris, quoi. Donc forcément, on veut rester dans une zone où on sera capable de garder du monde. C'est beaucoup de formation, on a travaillé avec l'apprentissage pas mal. On n'apprend pas la métallurgie des terres rares à l'école, donc en fait, de toute manière, il a fallu emmener et former, donner des responsabilités aussi, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont sortis de l'école, qui ont commencé chez nous en stage peut-être, et puis en 2 ans sont devenus des managers d'équipe, ce qui n'est pas forcément intuitif pour tout le monde, que devenir manager, il faut être formé pour, c'est pas simplement de l'expertise technique, etc., etc. Donc effectivement, c'est pas une contrainte, c'est l'opportunité ressources humaines est à prendre en compte naturellement pour la réussite d'un projet. Et je pense qu'on a justement été un petit peu trop confiant pendant longtemps sur certains projets qui sont partis un petit peu à droite et à gauche, etc. En se disant ça va bien se passer. On est sur de l'humain, on est sur du temps long. Donc on se prépare à ça et on a, nous, aujourd'hui 2 ans devant nous pour pouvoir monter à l'échelle et passer de 50 à plus de 200, comme vous le dites. Jérémy, vous, quand l'usine a ouvert, vous avez dû embaucher 15 à 20 personnes. Vous les avez trouvés assez facilement, ces gens ? Alors, il y avait aussi une partie de l'équipe qui nous a suivis. Après, ça faisait aussi partie de nos critères de sélection de terrain. J'en parlais. Nous, on était dans Rennes, donc on allait aussi en vélo au travail. Ouais. Et ensuite, là, c'est un petit peu plus compliqué pour le coup. On est quand même à 30-40 minutes à l'ouest de Rennes en voiture.
Donc l'objectif c'était de trouver comment bien s'organiser et c'était quoi aussi les zones qui étaient intelligentes et intéressantes pour demain bien recruter et aussi faire en sorte que les personnes et les compétences clés qu'on avait au sein d'Agriloops à l'époque nous suivent et continuent l'aventure avec nous. Donc ça faisait forcément partie aussi un petit peu des critères de sélection de terrain. On a la chance du coup de continuer à être proche de Rennes et donc du coup d'être sur un territoire qui est attractif. On reste pas loin aussi de la mer, de pas mal de choses aussi qui sont intéressantes pour nos salariés, pour les week-ends, etc. Donc pour aller recruter, je dirais, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, etc. Ça fonctionne bien. En plus de ça, on a une technique de production qui est assez innovante aussi, donc le projet attire. Là où c'est plus compliqué, je pense que c'est un petit peu le cas aussi pour tout le monde, c'est pour tous les sujets, je dirais, opérateurs, saisonniers, notamment saisonniers en agriculture, où certes, nous, on a des besoins qui sont petits et à nouveau un sujet qui est assez attractif, donc on arrive à trouver des bonnes personnes, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué et où demain, sur nos systèmes de production qui seront un petit peu plus gros aussi, il va falloir qu'on prenne vraiment le sujet à bras le corps parce qu'on voit que c'est des enjeux assez forts, quoi. Et de toute façon, l'humain, c'est le plus important, donc ça doit vraiment faire partie de la stratégie globale de l'entreprise et de sa stratégie d'industrialisation, quoi. Et sur la partie opérateur, c'est dur. Ouais. Que nous, on voit aussi effectivement, donc à Grenoble, il y a une un très très bon écosystème, de l'ingé jusqu'au technicien, aucun problème effectivement. Et puis en plus de ça, le modèle circulaire, la métallurgie, les terres rares, etc. Tout ça est hyper positif. Donc on n'a pas de problème pour recruter. Au niveau opérateur à Grenoble, pour le coup, pas beaucoup de chômage. Donc les opérateurs font du ping-pong entre les différentes grosses entreprises qu'il peut y avoir à Grenoble. Et là, pour le coup, pour retenir, pour fidéliser, voilà, ça fait partie aussi des politiques RH qu'on a mis en place. C'est comment une start-up peut être attractif. Alors bon, il y a l'image, c'est super, mais enfin bon, pas que non plus. Et puis après, c'est comment on peut fidéliser. Et fidéliser des ingés ou des techs, c'est pas pareil que de fidéliser des opérateurs. Donc nous, on n'a pas le problème de la temporalité, mais déjà juste être capable de trouver le bon nombre d'opérateurs. On est déjà passé en 2-8, donc en fait, on travaille de 6h le matin jusqu'à 9h le soir, donc avec des horaires décalés. Et il a fallu trouver. Et Grégoire, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises dans ce recrutement, dans la formation? Sur les questions de formation, alors bien sûr pas que nos agences, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, les OPCO, etc., qui permettent aux entreprises de pouvoir former leurs équipes et leurs salariés en fonction des différents projets qu'il peuvent y avoir. Voilà. Et la région également a un certain nombre de dispositifs. Alors là, je parle juste au niveau de l'agence. Sur les sujets de recrutement, comme le disait Monsieur Petit, on peut avoir parfois des complexités parce que déjà des compétences dans un certain nombre de secteurs industriels manquent. Forcément, c'est la compétition entre les entreprises qui prime. C'est aussi, comme je le disais au début de mes propos, c'est aussi une perte de culture industrielle. Donc, c'est aussi de faire revenir les jeunes, etc., dans ce monde de l'industrie. Donc, l'idée, c'est aussi d'ouvrir les portes des industries. Donc, nous, on organise différentes missions en emmenant des élèves dans des classes pour qu'elles aillent, des élèves pour qu'ils aillent dans des entreprises qui voient que l'industrie, c'est plus Zola. Donc, que ça peut permettre de réaliser et d'avoir des métiers complètement différents. Hein. C'est pas forcément juste... évidemment, il y a les techniciens, opérateurs machines, mais dans l'industrie, vous avez aussi du marketing, vous avez des RH, du ressources humaines, de la com, de la logistique. Donc, vous avez toute une panoplie de métiers qui sont différentes. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre aux entreprises de s'ouvrir aussi sur ces nouvelles façons et d'ouvrir peut-être plus leurs portes qu'elles ont pu le faire par leur passé. C'est aussi organiser des ateliers pour essayer d'aider les RH, notamment dans des ateliers à développer des nouvelles façons de recruter, avec sortir parfois un peu des méthodes traditionnelles du simple CV, etc., et de partir sur d'autres process avec par exemple des CV inversés, différents événements, etc. Et donc d'aider les entreprises industrielles à s'ouvrir plus et à prendre en considération que les méthodes traditionnelles, même si bien sûr une partie garde son efficacité, doit quand même évoluer et que les entreprises doivent évoluer sur leur politique de recrutement. Donc nous, on essaye de leur donner, soit avec les partenaires qui sont en région, de leur donner des clés pour s'ouvrir sur ces nouveaux chemins, pour essayer de faire venir les gens et également de les garder aussi.
au maximum, parce que c'est vrai qu'on est notamment sur les jeunes publics, voilà, on s'éloigne de plus en plus du modèle où une personne va rentrer dans une entreprise, va faire quasiment toute sa carrière dedans. Donc après, il faut que les entreprises l'acceptent. On n'est plus dans les années 70, 80, etc. Donc voilà, le monde change et il faut que les entreprises aussi s'adaptent à ça pour pouvoir bénéficier au mieux des compétences dont elles peuvent tirer à partir du vivier de talents qu'on a dans les métropoles, mais pas que, également aussi encore dans les territoires ruraux et dans les villes moyennes. Oui, ça soulève une question presque culturelle. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages et nos échanges. Ce que vous faites au-delà de vos entreprises respectives, c'est aussi de réécrire ce que peut être l'industrie française, locale, technologique, durable et souveraine. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à Global Industrie. Merci.